L'élection présidentielle du 23 décembre en RD Congo. 25 candidatures ont été déposées à la commission électorale. Attaque d'une ville à la frontière Tchad-Libye ce samedi. Il s'agit de Kouribougri, une ville située dans l'extrême nord du Tchad. Puis des milliers de Tunisiens étaient dans les rues de Tunis ce samedi. Ils protestaient contre l'égalité successorale entre hommes et femmes. Selon une première liste affichée vendredi par la commission électorale, 25 candidatures à l'élection présidentielle du 23 décembre ont été reçues en République démocratique du Congo. La CENI devrait publier le 24 août prochain une liste provisoire, puis une liste définitive le 19 septembre, un peu plus de 3 mois avant l'élection. Au nombre des candidats enregistrés, celle du dauphin du président Joseph Kabila, de 3 poids lourds de l'opposition et d'un candidat de 92 ans, Antoine Gizenga, frère d'armes du héros national de l'indépendance, Patrice Lumumba. Avant l'affichage de la liste des 25, le président de la CENI, Corneille Nangaa, avait parlé de 23 dossiers enregistrés jeudi matin au lendemain de la clôture des dépôts. D'après la liste de la CENI, le candidat du camp présidentiel Emmanuel Ramazani Shadari est enregistré sous l'étiquette indépendant. Les 3 ténors officiellement adversaires du président Kabila, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba, ont commencé à se rencontrer jeudi. Ils pourraient miser sur une candidature unique. Retourné en Belgique, Jean-Pierre Bemba est représenté par la secrétaire générale de son parti, F. Bazaïba. Ce peuple se remet en ligne pour son irrésistible ascension. La trame de son histoire se remet en place. Et je gage que tout ce que nous avons connu comme difficulté sera de plus en plus et désormais derrière nous. Donc merci à toutes, merci à tous. Surtout une journée calme, paisible, que l'on ne réponde à aucune sorte de provocation. Alors, un mot. Il y a des manœuvres dont nous savons qu'elles seront à l'œuvre pour faire croire que nous serions dans des logiques de fraude. Comment frauder quand on a l'assurance de l'estime de son peuple? Pourquoi de nous essayer de frauder? 6 000 hommes supplémentaires seront déployés sur l'ensemble du territoire, indique le ministère de la Défense, en plus des 30 000 déjà mobilisés pour le premier tour. Ce dispositif reste composé de policiers, gendarmes et militaires maliens, des membres des groupes armés impliqués dans l'accord de paix d'Alger et forces étrangères participent aussi à la sécurisation. Des survols aériens de l'armée de l'air sont également prévus si les conditions climatiques nous le permettent, explique un conseiller du ministre de la Défense. L'objectif est de faire baisser ce chiffre de 871 bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir il y a 15 jours. Car, malgré cette mobilisation des forces de sécurité, une série d'attaques ont été signalées pendant le premier tour, essentiellement au centre du pays, dans la région de Mopti. Dans cette zone où prolifèrent des groupes armés terroristes, du matériel électoral avait été brûlé ou volé, des agents électoraux menacés ou violemment molestés. Au nord également, dans la région de Tombouctou, plus d'une 50aine de bureaux n'ont pas pu ouvrir selon le ministère de l'administration du territoire. Face à tout ceci, certains au Mali auraient aimé voir la CEDEAO participer à la sécurisation des zones du centre du pays, notamment à l'occasion de ce second tour. Mais pour Abdou Cheaka Touré, représentant spécial de la CEDEAO au Mali, il est impossible de répondre à cet appel, la sécurisation des opérations électorales relevant de la compétence exclusive du Mali. Mais il se veut confiant pour le second tour. La ville de Kouribougri, située près de la frontière entre le Tchad et la Libye, a été la cible d'une attaque ce samedi par des rebelles. Une centaine de véhicules, dont certains équipés de mitrailleuses 14,5 et 12,7 mm, ont attaqué la localité.
L'attaque a été confirmée par une source officielle. L'état-major des armées du Tchad n'a pas fourni de bilan de cette opération, mais les autorités affirment maîtriser la situation. C'est la première fois depuis 2009 que le Tchad fait face à l'attaque d'une rébellion sur son sol. Le groupe armé Conseil de commandement militaire pour le salut de la République CCMSR a revendiqué l'attaque dans une vidéo. Les rebelles y affirment avoir investi Kouribougri-Bourkad, situé dans la région désertique et montagneuse du Tibesti. Ils assurent également avoir fait au passage plusieurs prisonniers, dont des soldats. Un colonel de l'armée, un officier de renseignement et un commissaire de police ont été tués durant l'assaut selon une source militaire. Né en 2016 et basé en Libye, le CCMSR se définit comme une opposition politico-militaire au pouvoir du président tchadien Idriss Déby et revendique plusieurs milliers de combattants. Les enfants tchadiens souffrant de malnutrition sévère ont atteint un nombre alarmant dans les établissements hospitaliers d'Injamena, selon l'ONG Aliban, entendue Alliance pour l'action médicale internationale. Selon le docteur Moumouni Kenda, responsable d'Aliban au Tchad, la diminution de la production agricole dans la région du Sahel a entraîné une augmentation du nombre de personnes qui migrent des zones rurales vers les zones urbaines où elles vivent dans des conditions précaires. Médecins sans frontières a décidé, en partenariat avec le ministère de la Santé tchadien, d'ouvrir dès jeudi à N'Djamena une unité nutritionnelle hospitalière d'une capacité initiale de 50 lits selon un communiqué. L'ONG prévoit également de développer plusieurs centres nutritionnels ambulatoires dans la capitale afin que les enfants puissent suivre le traitement à domicile et bénéficier d'un suivi adapté. Amnesty International avait fait état dans un rapport publié mi-juillet d'une baisse du budget de la santé au Tchad, affirmant qu'entre 2013 et 2017, il avait diminué de moitié, entraînant notamment des pénuries de médicaments. Le rapport de la Commission présidentielle pour la liberté individuelle et l'égalité continue de faire débat en Tunisie. Ce rapport de 232 pages recommande notamment l'abolition de la peine de mort, la dépénalisation de l'homosexualité ou encore l'égalité entre hommes et femmes dans l'héritage. Ces propositions heurtent certains Tunisiens qui les jugent contraires à l'islam, d'où ce mouvement de protestation organisé par la Coordination nationale pour défendre le Coran et la Constitution dans la capitale tunisienne. La marche qui réunit des milliers de Tunisiens intervient 2 jours avant la fête de la femme en Tunisie et un discours du président de la République qui devrait proposer des projets de loi inspirés du rapport de la Commission pour les libertés individuelles et l'égalité. Formée il y a 1 an par le président Béji Caïd Essebsi, la Commission a en juin dernier proposé une série de réformes pour traduire dans les lois l'égalité inscrite dans la Constitution depuis 2014. Elle suggère principalement que le patrimoine familial soit par défaut partagé de façon égale entre héritiers, hommes et femmes, alors que la loi actuelle qui s'appuie sur le Coran prévoit qu'en règle générale, un homme hérite le double d'une femme du même degré de parenté. Le président tunisien qui doit prononcer lundi un discours à l'occasion de la Journée de la femme pourrait évoquer cette réforme épineuse. Une nouvelle manifestation en faveur de l'égalité et des libertés individuelles est prévue lundi soir après son discours. Devenu en 2007 membre de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC, anglophone, puis en 2009 du Commonwealth, le Rwanda a donné l'impression de se détourner de l'espace francophone. Ce d'autant que les relations entre le Rwanda et la France, accusées par Kigali d'avoir joué un rôle dans le génocide qui a fait environ 800 000 morts, restaient extrêmement tendues malgré la reprise des relations diplomatiques en 2009. Je pense que l'interprétation qui veut faire croire que le Rwanda s'est tourné vers l'anglais contre le français a peut-être été le résultat des relations entre la France et le Rwanda. Je crois qu'il y a eu confusion. La décision brutale de changer la langue d'enseignement n'a pas été sans conséquence. Elle a mis en lumière la pénurie d'enseignants anglophones et contraint les francophones à enseigner mal, le plus souvent,
dans une langue qu'ils maîtrisaient peu. Mais si les Rwandais se sont d'abord tournés massivement vers l'anglais, ils n'ont pas complètement délaissé le français qui a récemment retrouvé de la vigueur. Dans l'éducation, le français est aussi enseigné que l'anglais. Actuellement, il est aussi enseigné que le swahili. Ça dépend du public. Si tu veux parler au Rwandais des choses simples, claires, compréhensibles par notre public rwandais, vous écrivez qui est en Rwanda. Si vous voulez parler en une classe un peu plus cultivée, qui a des notions un peu plus internationales, vous écrivez en français. Selon l'Organisation internationale de la francophonie OIF, 700 000 Rwandais, soit 6% de la population, étaient francophones en 2015. Le français reste ainsi la langue étrangère la plus parlée au Rwanda devant l'anglais. Les francophones rwandais pensent que l'élection de Mushikiwabo comme secrétaire général de l'OIF permettrait d'encore renforcer la place du français au Rwanda sans renier pour autant l'anglais. Je pense que Ananié Rabié Bienji, venu du Cameroun accompagné de son épouse, séjourne dans le village de Pogrebré, village natal de Charles Blé Goudé, détenu dans les prisons de la Haye et poursuivi pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre, après la crise post-électorale de 2010 en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la première fois que je découvre son village. J'étais déjà venu par ici avec Charles Blé Goudé. C'est un plaisir de revenir. À l'époque, Blé Serge était âgé de 7 ans quand Charles Blé Goudé fut arrêté puis transféré à la Haye. Aujourd'hui, ce petit garçon a 14 ans. Papa, ne perds pas espoir. Nous sommes avec toi. Et quand tu sortiras, nous organiserons une grande fête pour t'accueillir. Sur invitation de Wani Blé Richard, président de Démocratie pour la Liberté et la Cohésion, de jeunes leaders panafricains, originaire du Tchad, du Ghana, de l'Afrique du Sud et du Cameroun, inaugure à Pogrebré de nouvelles pistes pour la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire, dans l'éventualité d'une probable libération de Charles Blé Goudé et de Laurent Gbagbo, encore détenus dans la prison de la Haye. Ici, très bientôt, nous allons retrouver Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, ici en Côte d'Ivoire, et vous allez voir la rue, c'est-à-dire le boulevard qui part de l'aéroport jusqu'au plateau, ne sera même pas suffisante même pour qu'on puisse les accueillir. Après l'amnistie accordée par Alassane Ouattara à Simone Gbagbo, inculpé par les tribunaux ivoiriens pour atteinte à la sûreté de l'État, ici à Pogrebré, l'on retient son souffle devant le spectacle qui se joue à la Haye.